Éric Zemmour, donc l'invité de BFM Politique ce midi. La France n'a pas dit son dernier mot, c'est votre dernier livre en date. Éric Zemmour, vous êtes l'homme dont tout le monde parle. Vous êtes testé dans les sondages. Vous faites des constats sur l'état de notre pays. Parfois, vous faites des propositions. Vous êtes ce midi invité dans une émission politique où nous recevons les candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes candidat, Éric Zemmour. Et vous verrez bien, quand j'aurai décidé si je suis ou pas, je le dirai et tout le monde sera content. Vous savez, Emmanuel Macron non plus n'est pas candidat officiellement. Voilà. Non, vous dites, vous faites de la politique et vous êtes invité dans une émission politique. Mais j'ai toujours fait de la politique. Je continue à en faire plus que jamais. Ça, vous avez raison. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est défendre des idées, c'est défendre des convictions et c'est surtout essayer de défendre la pérennité de la France. Moi, c'est ça que je défends. Donc, effectivement, vous avez raison, mes idées portent. On voit que mes livres sont appréciés. Le dernier se vend beaucoup. Les gens qui viennent vous voir, M. Zemmour, Oui, les gens qui viennent vous voir au cours de vos différentes étapes en France, vous pensez qu'ils ne viennent que pour votre livre? Pas du tout. Vous leur dites, vous ne venez aujourd'hui que pour un auteur? Pas du tout. C'est ça, d'ailleurs, le grand changement par rapport à mes livres précédents. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Les gens qui viennent veulent que je sois candidat à la présidentielle et veulent que je sois président de la République. Vous savez, je vous invite, mais d'ailleurs vous avez vos journalistes qui viennent partout, qui me suivent partout en France, vous pouvez leur demander, vous verrez ce que les gens me disent lors des signatures. Quand ils viennent me demander une signature, ils me disent « sauvez-nous », ils me disent « ne nous abandonnez pas ». Ils me disent, grâce à vous, j'espère que nos enfants échapperont à la barbarie. Mais c'est pas rien, vous savez, c'est pas rien d'entendre ça. Par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ces gens-là, combien de temps allez-vous encore faire durer ce qui est un faux suspense, Éric Zemmour? Mais vous croyez que les gens me posent la question? En tout cas, alors écoutez, vous savez ce qu'on peut faire? On va écouter une dame qui est venue vous voir. Comme vous l'avez dit justement, nos équipes vous suivent, comme d'autres candidats à l'élection présidentielle. Bien sûr. Écoutez ce témoignage d'une personne qui est donc rencontrée dans une de vos salles. Je vais faire un don, ça peut être de 1 000 à 5 000 euros. De 2 000 à 5 000 euros de dons? De dons. C'est énorme. Je vais toucher à mes économies. Cette dame va toucher à ses économies pour vous donner de l'argent, Éric Zemmour. C'est pas pour faire la promotion. C'est pas moi. Non, mais moi, je ne toucherai pas l'argent. C'est pas pour faire la promotion de votre livre. Bien sûr, non, mais vous avez tout à fait raison. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois candidat à la présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois président de la République. Pour des raisons simples que j'ai non, parce que mon discours, mon diagnostic, mes solutions sont entendues par un nombre croissant de Français. Voilà, c'est tout. Donc vous n'allez pas laisser tomber ces gens-là, Éric Donc je Zemmour, ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Donc c'est une histoire de date. Si vous voulez. En tout cas, je ne vais pas les laisser tomber. Je vous pose la question. Non, mais vous savez, c'est simple, je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Le reste, c'est de la... ce n'est pas important. réponse, Éric Zemmour. Comment? Là, vous répondez quand même à Jean-Baptiste à sa question. Ça veut dire que vous êtes candidat, si vous n'allez pas les laisser tomber. Mais, chère madame, oui. Le jour où je dirai je suis candidat, vous le verrez, on ne va pas passer l'émission sur... Bon, voilà, c'est un peu dérisoire. Non, mais c'est un peu dérisoire. On perd 5 minutes sur un sujet dérisoire. Pourquoi ne pas vous déclarer Mais parce que d'abord, je veux choisir mon moment, je veux choisir ma date, je veux choisir la façon avec laquelle je le dirai. Donc tout ça, c'est moi qui le déciderai, c'est tout. Franchement, on a déjà perdu trop de temps là-dessus. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas dérisoire. Vous-même, vous insistez sur l'importance que vous représentez pour certains Français qui viennent vous soutenir. Je ne crois pas qu'eux, en vous entendant, se disent c'est dérisoire. Je ne crois pas, vous l'avez dit vous-même, ils attendent que je fasse quelque chose. Ça n'est pas dérisoire. Je vous ai répondu, je ne les abandonnerai pas. Voilà, on passe à autre chose. Il y a juste dans votre livre, puisque vous parliez de votre livre à l'instant, je crois que c'est page 284 de mémoire, hein, peut-être que c'était juste avant. Vous vous souvenez des 284 pages? Voilà, absolument. Non, il y a une phrase, vous dites, c'est lors d'un déjeuner à l'aventure avec Marine Le Pen, vous dites « Je ne suis pas un homme politique. J'ai des convictions, j'ai des idées, mais je ne suis pas un homme politique. » Ben là, vous êtes devenu un homme politique. Non, je ne suis pas devenu un homme politique au sens... Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme de carrière politique, je ne suis pas... Non, tout ça, je suis loin de tout ça. Ouais. Je ne suis pas dans les combines partisanes, je ne suis pas dans les congrès de partis, je ne suis pas dans est-ce que je vais me faire réélire, est-ce que je suis candidat pour pouvoir assurer les fins de mois de mon parti. Mais tout ça, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le combat, oui, le combat pour la France, c'est tout. Vous êtes encore journaliste ou vous considérez que c'est fini? Non, je suis
plus journaliste au sens classique du terme. Ça non, vous avez raison. Mais vous savez, il y a un lien dans l'histoire de France, je le dis dans le livre aussi. L'histoire de France est très particulière. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a un lien très étroit entre journalisme, écrivain, politique. Ouais. Tout ça est lié. Victor Hugo voulait être candidat à la présidence de la République en 1848 et en 1852. Lamartine fut candidat en 1848. Thiers est journaliste. C'est comme ça qu'il fomente la révolution de 1830. Vous voyez, ça s'entremêle en France. Ça a toujours été comme ça. En vérité, je pense même que nous y revenons. Je pense que historiquement, on verra ça plus tard, mais je pense comme ça historiquement qu'il y a eu une parenthèse technocratique, où les technocrates, à partir des années 60 jusqu'aux années 2000, 2010, ont mis la main sur la politique pour des tas de raisons, parce que le débat était entre la redistribution, plus ou moins de redistribution, plus ou moins de production, et que maintenant nous sortons de ça, comme nous revenons à des temps tragiques. Je pense qu'effectivement nous sortons du temps des technocrates et nous revenons à une vieille tradition française du 19e siècle, et pas seulement en France. Vous avez vu que Boris Johnson, par exemple, est lui aussi un ancien journaliste. Éric Zemmour, il y a quand même, quand on devient un homme politique, surtout quand on est un candidat potentiel à l'élection présidentielle, il faut des parrainages, parce que c'est le jeu démocratique. Il y a des gens, je crois, dans votre entourage... C'est pas spécialement démocratique, mais c'est le jeu légal, absolument. Voilà. Il y a des gens qui le font pour vous, paraît-il. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de vous barrer, des grands partis sont en train de vous barrer pour ne pas obtenir vos parrainages, comme ça a pu arriver à d'autres, hein. Bien sûr. En tout cas, c'est évidemment leur espoir et leur méthode. Ouais. Pas seulement les grands partis. Mais vous l'observez maintenant? Oui. Déjà? Oui, absolument. Pas seulement les grands partis, les petits partis aussi. Donc tout le monde essaye, tous les professionnels de la politique se servent. C'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Cette histoire de parrainage, c'est pas démocratique. C'est effectivement légal. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais effectivement, c'est l'espoir et la méthode des grands et des petits partis pour m'empêcher de venir sur leur terrain de jeu. Et donc vous êtes pessimiste, optimiste? Vous savez, moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis volontariste. Pour gagner la présidentielle, il faut aussi un parti politique, une formation. Est-ce qu'on peut savoir où ça en est? On sait qu'a priori, ce ne sera pas Vox Populi, le nom de votre parti. Est-ce qu'on peut avoir le nom? Est-ce qu'on peut... Vous savez, Emmanuel Macron a démontré qu'on pouvait être élu président de la République sans véritable parti politique. Il a fondé une formation politique. Il a même démontré qu'on pouvait être président de la République pendant 5 ans sans véritable parti politique, puisque En Marche n'a jamais vraiment existé. Il a quand même créé avant de se présenter à la présidentielle. Absolument, mais effectivement, il y a des gens qui ont créé une structure partisane qui s'appelle les Amis d'Éric Zemmour, qui reçoit d'ailleurs les dons, je précise qu'il n'y a pas un sou pour moi, qui cherche les parrainages, etc. Donc, vous voyez... la structure minimale existe. Donc... Est-ce que tout, pour clore sur ce sujet, oui. Est-ce que tout est en place, Éric Zemmour, aujourd'hui? C'est-à-dire la structure, vous l'avez dit, le QG, a priori, vous en avez un. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton. Et à décider du jour et de la manière. Qu'est-ce qui guide ce choix, par exemple? Des tas de considérations. Vous savez, d'abord, l'envie des gens. Il n'était pas sûr que mon discours... suscite autant d'intérêt. Je n'en étais pas sûr. Je le pensais intellectuellement, mais il faut toujours le concrétiser. Si j'en crois les médias et d'autres, je devais rester confidentiel et rester à 2-3%. Je me souviens de certains commentaires, la Taubira du camp national, etc. C'était il y a seulement quelques mois, avant les vacances. Voilà, rien n'était dit. On pouvait chuter sur des problèmes matériels que vous avez évoqués. On peut toujours d'ailleurs. Et puis, vous savez, c'est pas rien. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député français. Je ne suis pas tout ça. Pour aller à la présidentielle, il faut que j'abandonne tout. D'ailleurs, j'ai perdu déjà le Figaro, tous mes emplois. Je ne fais pas de victimisation, vous comprenez, c'est un choix. Mais en tout cas, il faut franchir ce Rubicon-là. Ce n'est pas rien. Mais si vous voulez, je pense que les choses sont tellement graves. Moi, je pense que la situation de la France, j'espère qu'on va en parler, parce que ça fait maintenant 5-10 minutes, d'après moi, on parle pour rien, mais bon, c'est votre choix. On parle de vous. Mais la situation de la France est tellement grave, et tellement tragique, que ça demande des
des mesures exceptionnelles. Est-ce qu'en même temps, on ne voit pas, on regarde dans les sondages, évidemment, vous savez ici, on observe de près tous les sondages, on voit qu'il y a l'effet Zemmour qui nous a tous surpris, a surpris tout le monde. Il est en train de se tasser un tout petit peu lorsqu'on regarde les courbes de Marine Le Pen et la vôtre. Vous avez bondi comme ça, et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un petit tassement. Et elle s'est effondrée. Oui, mais elle se redresse un peu, et vous tassez un peu. Est-ce que vous redoutez que l'effet Zemmour ne s'émousse? Écoutez, ça c'est l'avis des commentateurs. Après, je laisse à chacun le soin et la liberté de commenter. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucun candidat déclaré ou pas déclaré qui soit en dynamique. Emmanuel Macron est toujours au même score depuis des mois. Marine Le Pen a perdu 12 ou 13 points. Aucun candidat LR ne perce. Personne n'est au-delà de 13-14%, vous me l'accordez volontiers. Je ne parle même pas de la gauche, à 4, il n'arrive à peine à 20%. Donc, vous voyez, il n'y a aucune dynamique. La seule dynamique fut la mienne en septembre. Ouais. Et vous avez raison, en octobre, la dynamique semble ralentir. Vous m'accorderez quand même qu'elle est très haute. Ouais. La plupart des candidats aimeraient bien... On rentre dans le concret. La plupart des candidats aimeraient bien avoir ce tassement à 17. D'ailleurs, ne parlez pas trop vite, parce qu'on me parle d'un sondage qui va sortir demain, normalement, dans le Figaro, un sondage IFOP, qui prouverait justement que vous avez tort et que je reprends encore un point, donc je remonte à 17 dans l'IFOP. Vous savez qu'il faut comparer les sondages les uns par rapport aux autres et non pas plutôt les uns, oui, chacun dans son évolution. Et donc là, que j'étais à 15-16 et là je suis plutôt à 17. Si vous voulez, je suis quand même potentiellement au second tour. Qui l'eût cru il y a seulement un mois et demi? Soyez honnête, personne, même pas moi. Donc, vous voyez, faut pas exagérer avec les éléments négatifs. Maintenant, je vous dis, je pense que, moi, deux choses. D'abord, il y a un tir de barrage phénoménal depuis un mois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, votre chaîne justement, y a participé comme les autres. Votre journal y a participé comme les autres. Je ne vous parle même pas du service public qui a découvert un nouveau diable en ma personne. Donc, tous les soirs, il y a des documentaires, dans tous les journaux, il y a des tribunes, ça vous sert aussi, etc. Le tir de barrage est puissant. Donc évidemment que ça impressionne les gens, ça intimide les gens, c'est fait pour ça. Vous connaissez parfaitement la presse, hein, Éric Zemmour, vous êtes journaliste depuis plus longtemps que moi, mais vous savez que beaucoup reprochent aux médias votre présence aussi. Vous savez que lorsque l'on vous dit vous êtes trop quelque chose ou trop l'autre, vous êtes souvent au milieu. Hein. Bien sûr. Je sais bien qu'on reproche aux médias ma trop grande présence. Moi, j'ai remarqué que, en général, sans prétention, quand j'étais sur une antenne, les audiences grimpent. Et je sais, les audiences grimpent, la publicité grimpe. Donc je crois que je fais gagner beaucoup d'argent à tous les journaux et tous les médias. Donc vous n'êtes pas maltraité par les médias. C'est pas une fleur qu'ils me font. Comment? Vous n'êtes pas maltraité par les médias. Je n'ai pas dit que j'étais maltraité. Je dis que depuis 15 jours, 3 semaines, il y a des tirs de barrage dans tous les médias. C'est tout ce que je dis. Zemmour, je ne dis pas que je suis maltraité. Vous savez, moi, je ne me victimise pas. Oui. J'affronte les adversaires. Alors justement, les adversaires, oui. Adrien. En cas de second tour face à Emmanuel Macron, vous avez souvent parlé d'un plafond de verre pour Marine Le Pen, qui serait incapable de gagner face à Macron. Or, les sondages, encore une fois, on observe, montrent que vous êtes plus bas par rapport à Macron qu'elle. Pourquoi vous ne souffririez pas du même plafond de verre que Marine Le Pen? D'abord, moi, je n'emploie pas cette expression de plafond de verre, mais c'est un terme de sémantique. Moi, je pense que Marine Le Pen, pour des raisons justes et injustes, je le dis tout de suite, dès la fin du mois d'août, ne pourra jamais gagner. Je pense que les gens, et particulièrement ses électeurs, n'oublieront jamais son débat d'entre-deux tours de 2017. Voilà, je pense que ça, c'est la question de fond. Tout le reste, on peut en discuter des heures, etc. Maintenant, je dirais qu'il y a une grande différence entre les autres candidats et moi, entre les autres candidats de droite et de droite nationale, etc. C'est la sociologie, puisque vous parliez, madame, des sondages, la sociologie de ces sondages. Vous avez remarqué que Marine Le Pen a des électeurs uniquement dans les classes populaires. Uniquement. Elle n'a quasiment pas de gens CSP+, et de gens dans les villes, et de gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, etc. Vous aviez parlé à ce sujet de ghetto de pauvres et de ghetto de chômeurs. Je voulais dire, vous avez raison, cette expression m'a été reprochée,
faites bien de me permettre de la préciser. Je voulais dire que Marine Le Pen enfermait ses électeurs dans un ghetto politique. C'était triste, mais c'est tout le génie de François Mitterrand, il y a 30 ans, qui a forgé cet interdit autour du Front National, qui fait que les voix du Front National sont stérilisées, puisqu'il ne peut s'allier à personne et que personne ne veut s'allier à lui. C'est ce que j'appelais un ghetto. Comme le Parti communiste avant l'Union de la gauche. Vous voyez, dans les années 60, les classes populaires étaient dans un ghetto politique à cause du Parti communiste. Ils étaient puissants, ils étaient importants, c'était pas rien, le Parti communiste, mais ils n'arrivaient jamais au pouvoir. Bon. Donc, je reviens. En revanche, les candidats LR, tous, hein, Que des riches, que des bourgeois, que des... exactement. Que des classes favorisées, que des gens des villes, que des gens surtout âgés. Voilà. Moi, vous regardez la structure... Ils sont plutôt comme les électeurs LR pour l'instant. Ah, pas du tout. Je vous assure, vous avez tort. Regardez, vous avez... en gros, les sondeurs décident, demandent aux gens pour qui ils ont voté en 2017. Moi, j'ai 35%, 30%, allez, un tiers d'électeurs de Marine Le Pen de 2017, un tiers d'électeurs de François Fillon en 2017, un tiers d'abstentionnistes. Et j'ai cette structuration depuis le début. C'est-à-dire que même quand j'étais à 5, il y avait 2 de Marine Le Pen, 2,5 de François Fillon. Donc j'ai grandi comme ça. Je pense, et vous m'accorderez que ça fait des années que je théorise cela, je pense qu'on ne peut gagner que si l'on allie sociologiquement c'est les classes populaires et ce que j'appelle une bourgeoisie patriote. Et vous avez vu que Marine donc Le Pen, il n'y a que moi qui rassemble ces deux électorats et donc qui sort du ghetto politique, vous voyez, que j'évoquais. Marine Le Pen a changé son discours, sans doute à cause de vous, et elle tente de vous faire passer pour le candidat des bourgeois contre les classes populaires. Et depuis, elle ne plonge plus dans les sondages. Vous savez, c'est de bonne guerre politicienne. Marine Le Pen change tous les 2 jours d'axe de campagne. Bon, moi, je veux bien. Je dis toujours la même chose. Je garde toujours mon axe. Je ne suis ni le candidat des bourgeois, ni le candidat des classes populaires. Je suis quelqu'un qui parle de la France aux Français, selon la vieille expression du général de Gaulle. Je ne sortirai pas de cela. Je ne sortirai pas de cet axe-là. Moi, on ne me fera pas changer tous les 2 jours en fonction de la vie d'un tel ou tel conseiller. Je suis comme ça et je continuerai. Je parle à tout le monde. Maintenant, vous savez, les sondeurs, et en particulier les sondeurs de Marine Le Pen, disent autre chose, qui n'est pas faux. Ils disent les classes populaires rentrent dans la campagne, je veux dire psychologiquement, intellectuellement, plus tard que les autres. C'est effectivement constaté dans toutes les autres élections. Donc ça veut dire que les classes populaires qui votent massivement pour Marine Le Pen répondent, quand on les interroge, mécaniquement « je vote pour Marine Le Pen ». En janvier, en février, ils vont rentrer vraiment dans la campagne électorale. Et là, ces mêmes classes populaires décideront qui est à même de les mieux représenter lors du débat de second tour face à Emmanuel Macron. Dans quelques instants, nous interrogerons sur le général de Gaulle, parce que beaucoup en parlent, et vous aussi. L'anniversaire de sa disparition, c'est le 9 novembre. Nous parlons des questions d'économie, d'industrie. Juste avant ça, une question d'actualité. Emmanuel Macron parle mardi, à 20h, une intervention qui fait suite à l'adoption au Parlement de la prorogation du pass sanitaire. Est-ce qu'il fallait le proroger ? C'est jusqu'en juillet prochain. Je pense que cette prolongation est très excessive et surtout, je m'interroge de savoir si il faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire que Emmanuel Macron préparerait, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure s'il imposait le pass sanitaire pour aller voter. Deuxièmement, j'ai vraiment le sentiment que Emmanuel Macron fait tout pour remettre ce sujet au cœur de l'actualité et donc au cœur de la bataille politique, parce qu'il sent bien que ce sujet avait anesthésié, pour des raisons légitimes, mais aussi pour des raisons de communication gouvernementale qui étaient complètement... On leur a reproché aussi la gestion de la crise. Ah, écoutez-moi, c'est pas le moment d'en discuter. En tout cas, je peux vous dire que je pense que là, Emmanuel Macron veut remettre ce sujet au cœur pour justement empêcher que le vrai sujet, selon moi, le sujet majeur de l'avenir de la France, de l'immigration, du grand remplacement, ne soit évoqué comme je l'ai fait depuis 2 mois. Vous êtes vacciné, Éric Zemmour ? Je suis vacciné. Reste avec je l'ai eu en plus, le Covid. Reste avec nous. La suite de BFM Politique dans quelques secondes en direct sur BFM.
Éric Zemmour est l'invité de BFM Politique ce midi. Nous poursuivons cette émission en regardant à droite. Bien sûr. Éric Zemmour, donc le 4 décembre, les Républicains vont donc choisir quel candidat pour porter la droite, enfin les Républicains à l'élection présidentielle. Lequel, à vos yeux, est le plus pertinent? Parce qu'il y a des sondages qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a un qui dit voilà, il est préféré des militants, mais en même temps, si on regarde pour les sondages, l'ensemble des Français, c'est plutôt lui. Vous, quel est, à votre avis, celui qui devrait porter la voix des Républicains? Écoutez, si j'ai bien compris, parce que c'est une affaire partisane, hein, on est dans la vie d'un parti politique. D'ailleurs, les gens qui vont voter, je crois que ça va être 100 000 personnes à tout casser. Oui, sans doute un peu plus. Donc on n'est pas dans la primaire classique avec des millions de voix comme pour Fillon, etc. Bon. Donc moi, il y a 3 favoris apparemment, si j'ai bien compris. Barnier, Pécresse et Bertrand. Je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont les mêmes. Ils ne font pas vraiment campagne d'ailleurs. Ils n'ont pas le même profil. Ah non, mais je ne parle pas de physiquement, ni de psychologie. Moi non plus. Je parle de positionnement politique. Oui. Positionnement politique, ce sont les mêmes. Ce sont des centristes, ce sont des notables centristes, européistes, qui n'ont jamais combattu sérieusement l'immigration, jamais. Qui se réveillent aujourd'hui parce qu'ils sentent bien que leur électorat est en ébullition à ce sujet, à juste titre. En fait, ils ne font pas vraiment campagne pour la présidentielle, ils font campagne pour être Premier ministre de Macron. Ils sont tous les 3 Macron compatibles, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette avec Macron. Ils vont faire semblant Est-ce que vous songez à vous de se présenter différencier, mais sur le fond, pour moi, ce sont les mêmes, et ce sont les mêmes que Macron. D'ailleurs, les macronistes, les macroniens, comme vous voulez, ne s'y trompent pas et rigolent d'avance. Tout ça est faux semblant, tout ça est discours politicien. En plus, je vois... Est-ce que vous pensez, Éric Zemmour, à vous présenter juste avant ou juste après le Congrès pour entraver au maximum les chances du vainqueur de la primaire? Non, mais je verrai, on ne va pas reprendre cette conversation. Moi, vous savez, ils n'ont pas besoin de moi pour obérer leurs chances. Il y a un mouvement de fond, vous savez, j'ai écrit... Pardon Vincent, mais est-ce que vous avez besoin, vous, de certains d'entre eux? Est-ce que vous avez des contacts, des ralliements? Il y a des gens qui vous rejoignent? J'ai été journaliste politique, vous m'avez rappelé tout à l'heure. Donc, je connais tous ces gens, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc, forcément que j'ai des contacts. Je fais d'ailleurs une différence avec Éric Ciotti, qui est sur une ligne différente des 3 autres. Qui est plus sur votre ligne. Qui est plus sur ma ligne, exactement. Elle a dit qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et vous, il voterait pour vous. Bah, vous voyez, donc il est effectivement plus sur ma ligne. Maintenant, je vous répète, moi, si vous voulez, le candidat de LR, quel qu'il soit, on parlait de sondage tout à l'heure, n'a aucune chance d'aller au second tour. Avant que je ne sois testé dans les sondages, c'était même pire, puisque Marine Le Pen caracolait à 26 ou 28 et que le candidat LR, quel qu'il soit, plafonnait à 14. Donc là, avec mon arrivée, ça a plutôt abaissé le ticket d'entrée, comme on dit, du second tour. Mais de toute façon, ils sont loin. Le candidat LR, je vous le répète, ne joue pas pour la présidentielle, il joue pour le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, ma question, M. Zemmour, c'est qu'il n'y a pas de cadre des Républicains, il y a personne qui vous ait rejoint ou qui propose de venir travailler avec vous. Mais vous savez, je vous le répète, ils sont dans leur logique de parti. Ils ont un problème de fond, c'est que leurs électeurs n'ont jamais été aussi à droite et que les cadres et que la hiérarchie et que les hiérarques du parti n'ont jamais été aussi au centre. Vous savez, j'allais vous dire ça tout à l'heure, j'ai écrit un livre en 1998, ça commence à faire du temps, ça ne me rajeunit pas, qui s'appelait Le Livre noir de la droite, dans lequel j'expliquais cette trahison essentiellement du chiraquisme, la trahison du gaullisme et la trahison de la droite, qui a été le chiraquisme et la création ensuite de l'UMP, etc. En fait, nous avons subi une centrisation du RPR et de la droite. Souvenez-vous, et je vous laisse poser la question, souvenez-vous du programme de 1990 sur l'immigration qui disait l'islam n'est pas compatible avec la France et il faut une immigration zéro, il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer les allocations familiales aux étrangers. Tout ce que je dis aujourd'hui, vous êtes un candidat en RPR, 1990, je suis le candidat de RPR de jadis. Ça ne parlera pas aux jeunes, mais pour les plus âgés, oui, ils peuvent comprendre ça. Alors le 9 novembre, mardi, c'est un anniversaire important puisque c'est l'anniversaire, la commémoration de la mort du général de Gaulle. Donc c'est important notamment pour la droite. Tous les candidats, les Républicains, vont y aller, vont se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Est-ce que vous allez y aller? On se pose la question. Non, mais vous avez raison de poser la question. J'y ai pensé, mais finalement, je vais vous dire, je n'irai pas pour une raison simple.
D'abord parce que c'est devenu vraiment un cliché politicien de se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Et quand je vois tous ces gens de droite, de gauche, venir se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, j'ai l'impression de l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que ces gens-là sont tous, je dis bien tous, des traîtres au général de Gaulle. D'abord, si vous voulez, la gauche qui maintenant se part des atouts, oui, des traîtres au général de Gaulle. Le général de Gaulle les aurait tous reniés et je vais vous dire mieux, et je vais le démontrer si vous me laissez quelques minutes. Aujourd'hui, tous ces gens traiteraient le général de Gaulle en paria. Tous ces gens l'accuseraient de tous les noms, de fascisme, d'extrême droite, etc. Tous ces gens accuseraient le général de Gaulle au nom du gaullisme, ou plutôt au nom de ce qu'ils ont fait du gaullisme. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, si vous me le permettez. La gauche, tout le monde sait que c'est elle qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, la chambre du Front populaire de 1936. La gauche, en 1958, elle le traitait de fasciste. Vous m'entendez? De fasciste. Donc quand j'entends à mes oreilles certains me traiter de fasciste, ça me fait doucement rigoler. La gauche, socialiste, communiste, disait que c'était la réincarnation du Duce. Le Duce, c'était Mussolini. C'était la réincarnation du Caudillo. Le Caudillo, c'était le général Franco. Voilà ce que disait la gauche du général de Gaulle de son vivant. Il ne faut jamais oublier cela. Deuxièmement, la droite maintenant. Les gaullistes même, les RPR, les anciens RPR, qui eux ont trahi le général de Gaulle sur tous les sujets. Je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Qu'est-ce que c'est que le général de Gaulle? Le général de Gaulle, c'est d'abord l'indépendance de la France. La droite a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, d'où l'avait fait sortir le général de Gaulle. Trahison. La droite s'est couchée devant la commission de Bruxelles, au nom de l'Europe, alors que le général de Gaulle, lui, a fait, je vous rappelle, la politique de la chaise vide, pour ne pas céder aux injonctions de la commission de Bruxelles. La droite se soumet aux juges européens. Vous avez vu les réactions de M. Barnier, de Mme Pécresse, de M. Bertrand sur la Pologne. Quand même. Sur la Pologne, pardon. C'est un peu simplificateur, non, ce que Pas vous du dites, tout. non Je vous assure, pas du tout. Vous savez, le général de Gaulle, on va parler, si vous voulez, une minute de ces juges européens. Parce que vous avez remarqué que tous les candidats de la droite ont critiqué la Pologne, qui a dit que son ordre constitutionnel ne se soumettait pas à l'ordre européen. Mais non seulement les Polonais ont raison, non seulement le Conseil constitutionnel français a dit la même chose, non seulement le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe a dit la même chose, mais le général de Gaulle, lui, allait plus loin, puisqu'il a refusé, vous m'entendez, il a refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les années 60, nous n'étions pas à la CEDH. Nous ne subissions pas les foudres de la CEDH parce que le général de Gaulle avait refusé. Et le général de Gaulle n'aurait jamais admis, vous m'entendez, jamais admis que le juge européen commandât l'ordre constitutionnel français, mais même l'ordre législatif. À l'époque du général de Gaulle, les juges français, Conseil d'État, Cour de cassation, disaient qu'un juge ne jugeait pas la loi. Parce que c'était la loi qui était en dernier ressort. Nous avons signé, avec Zemmour. Nous avons des traités que nous avons signés. On n'a rien signé du tout, madame. Madame, je vais vous dire. On a subi une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui s'est imposée à partir des années 60, le fameux arrêt Costa contre Enel, mais que contestaient à l'époque les grands juges français. Puis, nous l'avons signé une fois, vous avez tout à fait raison, dans le traité de 2005. Je vous rappelle que le traité de 2005 a été refusé par le peuple français. Encore une trahison de la droite par rapport au général de Gaulle, qui lui est parti quand il perdait un référendum. Deuxième chose, pour le général de Gaulle, lui, pensait que les peuples existaient. Il était essentialiste, comme on dit aujourd'hui, avec dégoût. C'est-à-dire qu'il disait, vous vous souvenez, la Russie éternelle restera la Russie et elle boira le communisme comme Buvard boit l'encre. Et il était essentialiste. Il pensait que les peuples avaient une réalité charnelle. Il y avait la terre, les morts, les paysages, l'histoire de France. Bon. Aujourd'hui, il ne parlait pas des valeurs de la République, vous voyez, surtout quand c'était celle de LGBT. Vous imaginez le général de Gaulle défendre les valeurs de LGBT. Éric Zemmour, non mais je finis. Pardonnez-moi. Non mais c'est important. C'est une autre époque. C'est important. Non, on n'a pas l'essentiel. On n'a pas fini. Dernière trahison. Dernière trahison. Le général de Gaulle, et je suis assez heureux parce que notre confrère, si je peux me permettre, parce que c'est un vieil ami, Franz-Olivier Gisbert, vient de publier un livre sur le général de Gaulle, et en particulier sur l'Algérie. Et vous vous souvenez des propos que tient le général de Gaulle dans son livre écrit par Alain Peyrefitte, oui, C'était de Gaulle, rapporté par Alain Peyrefitte. Ouais.
Je vous rappelle en vitesse, je donne l'indépendance de l'Algérie pour que mon village ne devienne pas Colombey, les deux mosquées. Regardez-les, les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Laissez comme lui les vinaigres, vous les mélangez dans une bouteille, ils se séparent. Et surtout, la phrase la plus importante, le général de Gaulle dit à Alain Peyrefitte, plus tard, les Français comprendront que le plus grand service, je dis bien, j'insiste sur ce mot, le plus grand service que j'ai rendu à la France, c'est de nous avoir arrachés à l'Algérie. Oui, mais Éric Zemmour, excusez-moi. Attendez. L'histoire de France est faite Non, attendez, madame. de grands mouvements. Madame, excusez-moi. Je dis, moi, c'est moi qui suis interrogé là-dessus. Je dis que la classe, la droite, comme la gauche, ont trahi, je dis bien trahi, j'emploie exprès le mot, le général de Gaulle, car le général de Gaulle ne voulait pas de millions d'immigrés venus Monsieur Zemmour, d'Algérie, tout à l'heure, vous du avez Maroc dit, et de Tunisie. Vous-même, j'ai dit donc en voulait résumant votre pensée, en gros, vous êtes le candidat du RPR, vous m'avez dit oui, même si les plus jeunes d'entre nous ne vont pas comprendre ce dont il s'agit. Oui, le RPR est mort en 2002. Oui. Et là, vous venez de nous parler pendant 5 minutes du général de Gaulle, de ce qu'il disait à la sortie de la guerre, de ce qu'il a dit ensuite. Le monde change, les gens changent, les choses Monsieur, évoluent. Ça vous a pas échappé que toute la classe politique se réfère tout le temps au général de Gaulle. Et c'est parce que tout le monde le fait. Ça ne vous a pas échappé que vous m'avez interrogé sur l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ça ne vous a pas échappé que beaucoup de candidats qui plafonnent à 2% des sondages m'attaquent sur le général de Gaulle et le maréchal Pétain. Donc, je voulais répondre là-dessus. Les traîtres au général de Gaulle, ce sont eux. C'est pas vous, ce sont eux. Et c'est exactement. Et je tiens à le dire. C'est moi qui suis fidèle à l'esprit du général de Gaulle tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui. Éric Zemmour, il y a quand même un préfet gaulliste qui a été un de vos amis qui vous a défendu lors d'un de vos procès, Pierre Monzani, qui a dit « Le gaullisme, c'est l'antipétainisme, c'est le rassemblement, ce n'est pas l'exclusion ». Il y a beaucoup de gaullistes qui disent ça. Est-ce qu'on peut être gaulliste en réhabilitant Pétain comme vous êtes accusé de le faire? D'abord, je ne réhabilite pas Pétain. C'est un mot d'une journaliste que tout le monde reprend par facilité. Moi, je n'ai jamais employé ce mot. Je suis rentré dans une querelle historique là-dessus. J'aime les querelles historiques. Ça m'intéresse, ça me passionne, j'ai le droit. Et comme tout Français d'ailleurs. C'est comme ça que je m'approprie l'histoire de France. Maintenant, M. Monzani... je le laisse à ses petites rancœurs, à ses petites médiocrités. C'est dommage. Comme disait Chirac, c'était un ami. Mais il n'est pas seul. Comment ? Il n'est pas seul parmi les gaullistes à vous dire. Bien sûr, mais vous savez, gaulliste, excusez-moi, gaulliste, c'est celui qui était avec le général de Gaulle. C'est celui qui a fait la guerre. Monzani n'est ni l'un ni l'autre. Les héritiers du gaullisme comme ça, moi, j'en ai 10 à la douzaine. Maintenant, sur le fond, le général de Gaulle, en 1947, vous m'entendez, 2 ans après la guerre, crée un parti qui s'appelle le RPF. Et il rassemble qui ? Il rassemble les gaullistes et, vous m'entendez, les pétainistes. En 1968, il donne l'amnistie à tous les anciens de l'Algérie française qui l'ont combattu, qui ont voulu le tuer. Donc tous ces gens-là, en vérité, sont plus gaullistes que le général de Gaulle lui-même. Simplement, il faut peut-être arrêter avec ça. Tout ça, c'est des postures médiocres et d'ailleurs Monsieur Zemmour, assez avançons, minables. s'il vous plaît, et parlons économie et pouvoir d'achat. Oui, surtout pouvoir d'achat, c'est un point important. Mais c'est vrai qu'on vous entend peu sur les sujets économiques. En tous les cas, quand on lit vos écrits, lorsqu'on lit, on vous écoute, il y a peu de mesures saillantes. Je veux dire, comme par exemple Marine Le Pen qui a voulu sortir de l'euro, la retraite. On va y revenir évidemment. Vous êtes un ultralibéral, vous êtes comme François Fillon, vous êtes comme Marine Le Pen plutôt sur la souveraineté économique. Où est-ce que vous êtes en fait sur ces questions-là, Éric Zemmour? On vous a peu entendu. Mais c'est pas qu'on m'a peu entendu. C'est qu'il y a 2 choses. D'abord, quand je ne parle pas d'immigration, et Dieu sait, je vous parlais des journalistes qui me suivent, Dieu sait si je n'en parle pas tout le temps, les journalistes ne reprennent pas ce que je dis. J'ai parlé d'école, là, je vous pose la question, donc c'est l'occasion d'y répondre. Deuxièmement, je peux parler d'économie. J'estime que, si vous voulez, il en va de la vie et de la mort de la France. Donc je parle d'abord de la vie et de la mort. Ensuite, l'économie est très importante, mais si vous voulez, ça, c'est de l'ordre du déclin. C'est-à-dire il y a 2 choses. Il y a la France qui est en danger de mort et il y a le déclin économique. Il y a les Français qui sont confrontés à leurs problèmes de pouvoir d'achat, au travail, à la retraite. Mais vous avez raison. Oui. Mais les Français sont d'abord confrontés à la vie et la mort de la France. Maintenant, ils sont aussi confrontés à la vie de tous les jours, vous avez raison, à l'appauvrissement général des Français. Vous me dites, est-ce que vous êtes libéral, ultralibéral, machin ? Je ne veux pas rentrer dans ces querelles dogmatiques.
Je ne suis pas un idéologue. Je pense que je ne suis pas dans le dogmatisme. Ce n'est pas le libre-échange, c'est bien, et le protectionnisme, c'est bien ou mal. Il n'y a pas de oui, de bien et de mal. Alors justement, essayons de voir dans les propositions. Eh ben, Soyons si vous concrets. voulez. Soyons concrets. Et Pouvoir deuxièmement, d'achat sur les oui. salaires, Monsieur Zemmour, Oui. plusieurs candidats à cette élection présidentielle font des propositions très concrètes. Augmentation, 10, 12%, peu importe. Quelle est votre proposition sur les D'abord, je salaires voudrais dire que la présidentielle, ce n'est pas le concours pour être ministre des Finances. Ça, c'est une première chose. Moi, je parle... Non, mais le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Non, madame, j'aimerais bien avoir la réalité de ces sondages, mais on ne va pas parler de ça. Évidemment que pour les Français, c'est important le pouvoir d'achat. Que Maintenant, proposez-vous moi, sur les salaires, monsieur Zemmour ? je ne veux pas rentrer dans cette course à l'échalote démagogique. On augmente de 10 à 12, on double les salaires des professeurs, etc. Il faut voir le diagnostic. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que nous sommes appauvris. Pourquoi nous en sommes appauvris? Pour deux raisons essentielles. Parce que nous sommes désindustrialisés. Ouais. Et deuxièmement, parce que notre protection sociale, qui est obèse, est ouverte au monde entier. Il faut donc jouer sur ces deux matrices. Très bien. Bon, Une fois que le diagnostic est posé, mais c'est quel- important le diagnostic, sinon il n'y a pas de mesure. mais vous comprenez bien. venez de le faire. Les propositions. Écoutez, moi, je vais vous dire. D'abord, il faut réindustrialiser. Il faut faire un crédit de relocalisation. Il faut abaisser Ouais, les crédit. charges les impôts de production. Donc ça veut dire quoi, crédit? Ça veut dire, vous dites aux entreprises qui veulent revenir, vous allez Un crédit quoi? d'impôt. Crédit d'impôt. Voilà. Il faut, par exemple, réduire encore les impôts de production. Le gouvernement l'a fait, c'est 70 milliards. Le gouvernement fait à hauteur de 10 milliards. Il faut faire beaucoup plus, 10 milliards à 30 à 40 milliards, pour pouvoir s'aligner sur l'Allemagne. Il faut réduire massivement les droits de succession pour les entreprises, parce que les entreprises françaises ne peuvent pas se transmettre de père en fils ou de mère en fille ou de père en fille, etc. Et c'est pour ça qu'elles sont vendues à des étrangers ou qu'elles meurent. Il y a beaucoup de mesures. Maintenant, Il vous y a pas de demandez une mesure protectionnisme, là, précise vos de pouvoir mesures. d'achat. Je pense, je vais vous en donner une. Je pense qu'il faut, si vous voulez, je vous ai dit, le deuxième tableau, c'est la protection sociale qui est obèse. Nous avons 819 milliards de dépenses sociales. Nous devons trancher là-dedans. La gauche refuse de trancher, refuse de voir qu'on vit à crédit depuis 20 ans. Je vous demande La vos droite, propositions, elle, monsieur Zemmour. la droite, elle, vous me demandez sur François Fillon, à droite, elle, a voulu réduire les droits sociaux de tout le monde. Moi, je ne veux pas réduire les droits sociaux des Français. En revanche, je pense qu'il faut réduire la solidarité nationale, il faut l'exclure pour les étrangers. Donc ça veut dire Attendez, Mais on n'est pas dans le même registre. D'un côté, il y a des dizaines de milliards et de l'autre côté, il y a... Pardon. On n'est pas du tout dans le même registre. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où vous avez des centaines de milliards si vous voulez baisser les impôts de production, si vous voulez baisser les C'est pas charges les sociales. centaines de si vous milliards, voulez- excusez-moi, les impôts de production, c'est 70 milliards en tout. Oui, c'est ça. Mais avec tout Et- ce que vous venez d'annoncer, ça s'ajoute. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez. Ah oui, Oui. mais là, je fais des économies. Oui. Si Ah, j'enlève, les impôts de excusez-moi, production, vous faites pas d'économie. excusez-moi, les étrangers ont le droit à de l'assurance, c'est-à-dire ils cotisent quand ils travaillent. Oui. Quand ils travaillent, je préciserai ensuite les chiffres, et ils cotisent, ils ont le droit donc à l'assurance maladie, à leur retraite et le chômage, etc. Excusez-moi, En revanche, non, attendez. Non, mais c'est pour une raison Non. très importante, monsieur Zemmour, c'est que ce constat, nous avons déjà entendu le faire. Non, à parce que maintes vous allez voir, ça a une conséquence sur les mesures de pouvoir d'achat. Laissez-moi finir. Donc, il faut enlever la solidarité nationale. La solidarité nationale, qu'est-ce que c'est? C'est le minimum vieillesse, c'est le RSA, c'est les allocations familiales, c'est les aides au logement. Ça, on évalue ça pour les étrangers extra-européens à 20 milliards. Vous voyez, je vais y arriver. Les chiffres, oui. Les chiffres, ça peut être plus, vous avez raison. Oui. Mais en tout cas, c'est un minimum 20 milliards. Je propose, moi, si vous voulez, constitutionnel. de réduire la CSG pour les bas salaires, pour les gens qui sont au SMIC jusqu'au salaire médian. Il y a un problème en France, le salaire net est trop bas et le salaire brut, et encore plus chargé, comme on dit, est trop haut. Ça représente Donc, quoi? Ça représente quoi? Je vais vous dire. Ça représente la personne au SMIC, elle gagne à peu près 1280 net pour un salaire brut de 1500 à peu près. On est d'accord, brut. C'est ça. Donc, les charges sociales, pour lui, ça représente 21%. Sur ces 21%, la CSG représente 9%. Donc, je réduirais les 9% à 2,5% pour le SMICAR, évidemment. Donc, ça lui ferait une économie énorme. Ça lui ferait sur l'année un 13e mois en plus. Et pour la sécurité sociale, pour les charges, ça représente 15 milliards. Donc, vous voyez, ma solidarité nationale réservée aux nationaux, c'est 20 milliards d'économies. Et cette mesure de pouvoir les d'achat étrangers, énorme, les immigrés légaux, ça lui fait 1300 euros à la fin de l'année. C'est un 13e mois pour le SMICAR, ça coûterait 15 milliards. Donc je finance... Donc augmentation du SMIC grâce en à la fait, baisse de la CSG. Exactement. Et surtout,
Surtout, Mais c'est moins anticonstitutionnel, moins hein, d'allocs Zemmour. pour les étrangers, plus de salaire et plus de pouvoir d'achat pour les Français. Mais c'est anticonstitutionnel. Les étrangers, vous Ça faites la séparation entre les étrangers qui ont le droit d'être en France et puis ceux qui n'ont pas le droit d'être en Oui, France. madame, je fais la différence, oui. Voilà, c'est ça, oui, Je parce fais la que sinon, différence. c'est pas... Non, c'est tout à fait légitime. condition que ça soit pour les illégaux. Excusez-moi, Oui. comment vous financez la solidarité nationale? Par les impôts. Oui. Vous payez... La personne qui n'a pas d'enfant, elle paye des impôts pour l'école. Oui. Et pourtant, elle ne finance pas l'école. Oui. Quand vous avez des gens qui ne touchent pas les allocations familiales parce qu'ils ont un revenu trop élevé, vous les avez discriminés. Eh ben, moi, je fais la même chose pour les étrangers. C'est tout à fait, Illégaux. j'ai tout à fait le droit de le faire. Et de toute façon, je vais vous dire, en tout cas, je prendrai le droit. Parce que de toute façon, il faut bien comprendre que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui doit diriger le pays. C'est le peuple français. Et donc, si vous voulez, il faut faire une réforme constitutionnelle qui empêche le Conseil constitutionnel de bloquer, jurisprudence, on va expliquer. le pouvoir du peuple. Et donc, nous devons remettre ce qui existait sous le général de Gaulle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi postérieure est supérieure aux traités, et en particulier aux traités européens. Est-ce que c'est et votre donc, seule le Conseil mesure constitutionnel n'a pas à juger les lois postérieures à tous les traités. Est-ce que c'est votre seule mesure de justice sociale? Parce qu'il y a quand même 50% des Français qui vivent avec moins de 1800 €, 10 millions de pauvres en France. Est-ce que c'est votre seule mesure Mais vous sur vous la rendez justice compte sociale? de ce que c'est? sûr. Excusez-moi, pour ça que je pose la 1300 € par mois en plus pour les gens qui sont au SMIC. Vous vous rendez compte? Et on a un problème aujourd'hui. On a un double problème d'ailleurs. On a le vieux problème qui est très bien diagnostiqué depuis longtemps, qui est qu'il n'y a pas assez de différence entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail, qui fait que je me balade partout en France et tous les patrons que je vois, tous les entrepreneurs que je vois me disent on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Oui, Et on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre, C'est c'est le un sens de gros la réforme problème. de l'assurance chômage qui a Mais été conduite par le c'est une gouvernement. des raisons de la surréforme, absolument. Donc il C'est faut. une bonne réforme, Et donc, nous à vos avons. yeux. C'est une réforme en tout cas qui va dans ce sens-là. D'accord. Il faut absolument multiplier comme ça et réduire l'écart et ne faire que le travail paye mieux. Ce que je viens de vous proposer permettra que le travail paye mieux. En plus, on a un problème avec les étrangers extra-européens. C'est que contrairement à ce qu'on croit, ils ne font pas le boulot dont les Français ne veulent pas. C'est l'inverse. Nous avons aujourd'hui 8% de chômeurs en France et nous avons 24% de chômeurs parmi les étrangers extra-européens. Nous avons 13% d'inactifs en France et nous avons 40% d'inactifs. Vous avez vu que vous avez été Immigrés, contesté par Vous avez vu l'INSEE, ça, hein. Oui, monsieur vous avez été Zemmour? contesté par Ça, je le l'INSEE, montre à nos oui. téléspectateurs. Il y a c'est aucun problème. Ce matin dans le JDD, Il y a aucun la problème. phrase que vous venez de Ouais. prononcer à l'instant, Il y a nos aucun- confrères du JDD ont contacté l'INSEE qui dit que vous Ouais. dites faux. Bah, vous voyons. dites faux parce que vous confondez, explique l'INSEE, vous en inactif et chômeur. Et qu'on Non, peut être pas du inactif tout. et pas chômeur. Non, bien sûr, je ne confonds pas du tout. La c'est preuve, ce c'est que- que chômeur, c'est 24%, inactif, c'est 40%. Vous voyez que je ne confonds pas. Et quand on est retraité, c'est sûr qu'on n'est pas chômeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le temps de travail, monsieur Zemmour, Et alors sur le temps de travail, combien d'heures par semaine? Ça, je vais vous dire, il y a un problème qui n'en est pas un, qui est les 35 heures. C'est-à-dire que, encore une fois, tous les patrons que je rencontre disent qu'ils ont réglé ce problème. Donc, ce n'est plus un sujet. En revanche, il y a un problème sur la quantité de travail globale des Français, c'est-à-dire sur l'année et sur la vie. Là, nous travaillons beaucoup moins que les autres. C'est une des raisons de la désindustrialisation. Donc, je propose, il faut absolument que les jeunes Français rentrent plus vite dans l'activité professionnelle. D'ailleurs, je pense qu'il faut, par exemple, que les lycées professionnels soient sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Et non, comme les lycées agricoles sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, pour favoriser cette imbrication entre l'enseignement professionnel et l'industrie et donc l'emploi. Et deuxièmement, je pense que les gens de plus de 50 ans sont trop inactifs. Les entreprises ont une grosse responsabilité. Ils ont pris des mauvaises habitudes depuis 20-30 ans à virer les gens de plus de 50 ans parce qu'ils sont trop chers, parce qu'ils vont, et que ça permet de te débarrasser des gens qu'ils jugent trop chers. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut à la fois augmenter le temps, l'âge de la retraite, il faut le porter jusqu'à 64 ans. Ça fait 20 milliards d'économies. Pourquoi De 64, 62 oui. à 64. Si vous voulez, parce que déjà, c'est un gros effort qu'on demande Tous les aux gens. métiers
Comment ? Pour tous les métiers, il y a des métiers très pénibles. Alors, non, vous avez raison, il faudra ajuster. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre du Travail ou ministre de l'Économie. Donc, non, mais on ne va pas rentrer dans le degré de détail. Il y a toujours des négociations après. Le problème, la campagne présidentielle, ce n'est pas, pardonnez-moi. Non, aussi, mais il y a des gens qui vous écoutent, qui travaillent dans un métier très pénible. Entendre, c'est un détail de savoir à quel âge pour un président de la République. Excusez-moi. C'est lui qui donne les Excusez-moi, grandes pour une lignes. campagne du président de la République. Après, il y a des négociations salariales, il y a des négociations syndicales, il y a des négociations Ça s'appelle un professionnelles. programme. Et les gens ajoutent, non, un programme, vous savez, le général de Gaulle n'avait pas de programme. Emmanuel Macron a donné son programme en mars. Et j'ai retrouvé des phrases amusantes de lui qu'il faudrait reprendre et qu'il disait, la campagne présidentielle, c'est de la littérature, c'est un rythme, c'est un style. Il avait tout à fait raison. Ce n'est pas un catalogue de mesures. Je suis désolé. C'est une vision de la France, c'est notamment une vision. Je ne vous le fais pas dire, c'est une vision de la France. La vision de la France, ça ne rentre pas dans le moindre détail. Donc je dis, voilà, je crois que j'ai donné franchement beaucoup de détails aujourd'hui. L'État est-il trop obèse ? Si je vous écoute en creux, j'ai l'impression que oui. Ça veut dire que vous voulez, comme d'autres, réduire le nombre de fonctionnaires ? Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de protection sociale. Donc oui, la protection sociale est obèse et j'ai dit pourquoi. Fonctionnement de l'État ? Le fonctionnement de l'État, il faudrait, vous savez, c'est un sujet, alors là, pour rentrer dans les détails, il faudrait vraiment une étude très fine. Parce que on a besoin de plus de magistrats, on a besoin de plus de policiers, on a besoin de plus d'infirmières. Et par ailleurs, j'imagine qu'il y a des doublons, des triplons, que la décentralisation et la multiplication du fameux millefeuille administratif a provoqué d'énormes sureffectifs. On a aujourd'hui dans les régions, dans les communautés de communes, toutes ces structures qu'on a empilées, soi-disant au nom d'économie, et qui en fait ont provoqué des sureffectifs sans fin et qui coûtent beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a beaucoup de candidats à la présidentielle, je pense certains candidats à l'élection présidentielle sont plus girondins, pour prendre cette expression, plus décentralisateurs, et eux demandent à ce que l'État soit régalien pur, qu'il gère des missions régaliennes et que les collectivités aient des moyens. Moi je vais vous dire, ça ne veut rien dire. L'État régalien, ça ne veut rien dire. L'État, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'occupe que de la police et de l'armée. Et du budget ? Ouais. Ça ne veut rien dire, ça. L'État s'est toujours occupé d'économie. L'État, depuis François Ier, s'est toujours occupé de culture. C'est pas vrai, ça, c'est un mythe. C'est un mythe simplificateur. Moi, je ne suis ni jacobin ni girondin. Ce sont des combats d'il y a 2 siècles, des combats politiciens d'il y a 2 siècles qui conduisaient à la guillotine. Il faut sortir de ces faux combats, de ces faux affrontements, de ces faux clivages manichéens et désuets. C'est du fonctionnement, M. Zemmour. Oui, très concret. Mais absolument. Ce ne sont pas que des idées. C'est-à-dire au quotidien, ils sont plus girondins. Oui. Mais vous êtes contre la décentralisation, par exemple ? Je ne suis pas contre la décentralisation. Je pense qu'elle a été mal faite, qu'elle a provoqué des complexités. Je pense que notre schéma administratif fonctionnait très bien et était très limpide et visible, et que maintenant personne ne comprend plus rien, et qu'il faut être un spécialiste pour comprendre qui a quelles compétences, etc. C'est du bon sens. Hein. Alors Éric Zemmour, juste pour la fin, comme ça, je dis je suis une femme, j'ai plus de 50 ans, je veux dire, je coche un peu toutes les mauvaises cases. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Les hommes aussi sont virés, vous savez, après 50 ans. Qu'est-ce que vous feriez pour... Et puis je travaille en plus, effectivement, bien que je travaille gratuitement depuis le 3 novembre, paraît-il. Qu'est-ce que vous feriez pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ? Puisqu'on voit bien qu'il y a une différence, 16%, 20%, enfin... Oui, après, c'est des chiffres voilà, complètement mais il y a une différence, non, il y a une inégalité salariale, ou pas ? Il y a une inégalité salariale parce qu'elles n'ont pas les mêmes métiers. Et que la plupart il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Après, vous savez, il y a un sujet majeur. En plus, vous les proposez. Donc ça veut dire que, pardonnez-moi, excusez-moi, vous savez, ceux qui avancent, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, ceux qui avancent qu'à métier égal, les femmes sont 18% moins bien payées, c'est faux. C'est faux. Voilà. Sur quelle base ? C'est faux, c'est tout, c'est faux. La différence, c'est à métier égal, à compétence égale et à travail égal, c'est faux. Mais sur quelle donnée j'ai des chiffres qui prouvent que c'est faux. Et c'est quoi ces chiffres ? Mais comme les vôtres, c'est quoi ces chiffres ? Oui, nous, c'est des chiffres qui sont faits par l'INSEE, nous, c'est un peu notre référence. Non, mais vous savez, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Moi, je vous dis, les inégalités sont marginales. Elles sont essentiellement parce que d'abord, beaucoup de femmes choisissent du temps partiel pour élever leurs enfants. Pourquoi les en empêcher ? Vous voulez les en empêcher ? Bon. Deuxièmement, les femmes choisissent des métiers qui sont moins bien payés. C'est leur liberté. Moi, je défends la liberté des femmes, contrairement à certains. Dans les pays scandinaves, on a fait une étude très intéressante que je vous livre. Dans les pays scandinaves, c'est les pays qui ont fait le plus d'efforts pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On se rend compte que c'est là
dans ces pays-là, la Norvège, la Suède, qu'il y a une polarisation la plus forte, c'est-à-dire que les femmes choisissent des métiers entre guillemets féminins. C'est leur liberté. Après, elles font ce qu'elles veulent et elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Nous allons nous arrêter là. Merci Edwige, merci Adrien, merci Monsieur Zamora d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique.